Alors moi, je vais vous parler donc de Galilée, mais au niveau astronomique, pas au point de vue historique. Et je vais donc parler de ces 5 grandes découvertes et de leur impact sur notre vision actuelle du monde. En fait, je vous montrerai ce que Galilée a observé et a vu, et comment ces observations ont ouvert la voie aux observations et aux interprétations modernes. Alors, autrefois, donc avant Galilée, mettons, l'ambiance générale, au point de vue de la vision du monde, était dominée par Aristote, qui disait qu'il n'y a qu'un monde. Et Démocrite, qui lui disait qu'il y a plusieurs mondes avec des différences. Et donc, c'était quelque chose qui était très ouvert, une question très ouverte, avec aucune réponse motivée et basée sur des observations, bien entendu. Il y avait toutes les observations déjà avant des Égyptiens, des Mésopotamiens. C'est le 21e siècle avant Jésus-Christ, c'est très très vieux. Et puis, Hipparque en moins 150, qui est le premier à avoir fait des catalogues. Donc, on connaissait déjà quand même pas mal de choses. Il avait réuni à peu près 800 étoiles, les plus brillantes, et c'était une bonne base déjà. Et il y avait alors des illustrations, de l'imagination, pour mieux reconnaître les étoiles dans le ciel. Il y avait les constellations. Alors, il n'y avait pas seulement celle de Bayer qui les a tracées en 1661, donc c'était juste après Galilée, on était presque contemporain, mais il y avait toutes ces magnifiques illustrations et dessins de constellations des Arabes, desquels nous tenons plus de la moitié des noms des étoiles. Nous ne nous rendons pas bien compte, mais plus de la moitié des noms des étoiles sont d'origine arabe. Et puis, il y avait aussi des avancées scientifiques réelles et très importantes, mais qui n'étaient pas admises. Il y avait Copernic, qui en 1543 avait écrit De Revolutionibus à Nuremberg, le titre est un peu plus long, donc où il explicitait, où il parlait de sa théorie héliocentrique, mais ce n'était pas du tout dans l'air du temps et ce n'était pas du tout accepté. Et puis, il y avait Tycho Brahe, juste après lui, en 1588, qui avait écrit un autre livre de Mundi, etc., à Uraniborg, où il avait aussi parlé de ces très importantes observations en concernant en particulier les planètes, parce que c'est lui qui a réussi à l'œil nu à observer avec une acuité, une précision de 2 minutes d'arc. Alors je vous rappelle, pour rappeler ce que c'est l'angle droit, tout le monde se rappelle l'angle droit, vous divisez par 90, vous avez 1 degré, et donc dans 1 degré, il y a 60 minutes. Et donc, vous voyez, 60 minutes, c'est le 90e partie de l'angle droit, et là, 2 minutes à l'œil nu, Tycho Brahe avait réussi avec un engin énorme, une espèce de cadran énorme. Alors, évidemment, je vous ai parlé de Tycho Brahe parce que c'est lui qui a apporté le plus d'observations à interpréter. C'était des observations, il les interprétait aussi, mais d'une façon géocentrique. Et puis, les planètes, évidemment, c'était aussi ce que d'autres personnalités de ces temps-là essayaient de comprendre et de trouver un mécanisme, et en particulier Ptolémée, qui était donc en 150, il avait sorti son Almageste, qui n'était pas seulement le traité de ses propres idées, mais il avait fait la première œuvre de vulgarisation, ce qui était formidable. Donc il y avait quand même, il y avait déjà des bases, il y avait des bases, mais qui concernaient toujours la même vision du monde, qui était essentiellement liée aux planètes, à savoir observer les planètes, montrer comment elles se déplacent les unes par rapport aux autres, par rapport au Soleil, etc. Et donc c'était quelque chose qui était resté non expliqué de façon définitive. On avait surtout accepté, et ça tout le monde était d'accord, qu'il y avait les étoiles, et par-dessus les étoiles qui bougeaient. Donc, qui bougeaient, c'était ce qu'ils appelaient justement les planètes errantes, les astres errants, les planètes. Donc Vénus, ça c'est actuel. Et puis là, Vénus à côté de la Lune, bon, c'est des images actuelles, mais mettons, ce genre d'observation, les anciens les faisaient, c'est évident.
et là avec les noms différents qui retracent justement l'approche des différentes sociétés, des différentes civilisations. Donc voilà le départ, et puis qu'est-ce que tout le monde admettait à cette époque-là? Tout le monde admettait donc cette fameuse théorie de Ptolémée. Ptolémée qui avait inventé un super mécano qui marchait très très bien, dans lequel tout tournait autour de la Terre. Mais alors, il avait été forcé de ne pas mettre la Terre au milieu de tout le système, un petit peu décentré, pour que son mécano colle avec les observations. Et donc là, vous voyez, c'est le centre de ces cercles. Alors, le Soleil tournait sur un cercle encore plus lointain, et puis là, vous aviez un grand cercle de différents, et les planètes roulaient, enfin, leur centre continuait, donc décrivait ce cercle épicycle, ce grand cercle différent, et tout en roulant. Donc, c'est ça qui permettait d'expliquer, par ce mécano, ce qu'on observait, et de façon tout à fait appréciable, lié tout à fait en rapport, en accord absolument parfait, vu l'incertitude des mesures de ce temps-là. Donc ça collait, vu la précision des mesures qu'on pouvait avoir en ce temps-là. Alors tout ça était aussi entouré, donc en fait l'idée c'était grossièrement la Terre et des grands cercles qui tournent avec tout ce qui tourne autour de la Terre, et puis une grosse sphère finalement, sur laquelle étaient piquées les étoiles. Tout ça, c'était réellement un monde clos. Un monde clos, refermé sur la Terre. Et donc, il n'y avait aucune perspective, il n'y avait d'ailleurs aucune idée de distance. Vous voyez, c'était des distances tout à fait virtuelles, donc ce n'était pas des vraies distances. Et c'est là que Galilée est arrivé. Galilée est arrivé, il a révolutionné le monde, parce que, il y a donc 400 ans, il a fait des observations tout à fait spéciales. Je rappelle qu'il était né à Pise en 1564, il était prof de maths à Padoue. Et là-bas, il avait un atelier avec un tas d'étudiants qui fabriquaient des instruments. Et ensuite, il est allé à Florence en 1610. Enfin, il faut dire, ceux d'entre vous qui ont le temps de lire la vie de Galilée, c'est un parcours de vie très intéressant et très très complexe. Et donc, en 1609, il y avait donc ce tube optique. C'est un vrai tube optique qui servait pour les loisirs, pour regarder les personnages, les animaux, les fleurs, les maisons, les statues, etc. Les bateaux aussi. Et lui, donc, il a amélioré ce tube optique pour en faire une lunette astronomique. Ça, c'est le dessin que lui-même il a fait. Et donc, c'était simplement, ici vous aviez un oculaire, donc l'œil était là, et là, un objectif. Et donc, vous pointiez dans la direction des étoiles et des planètes et de ce que vous aviez envie d'observer. Et donc, cette lunette astronomique a révolutionné le monde de l'observation, sans aucun doute, et encore davantage, excusez-moi, plus que ce que Galilée pensait. Parce qu'il ne savait pas ce qu'il allait trouver. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ce qui est formidable, c'est qu'il a eu l'idée d'utiliser cette autre, on aurait pu l'avoir. C'est lui qui l'a eu de regarder en modifiant et en travaillant de plus en plus avec les lentilles. Il est arrivé à un grossissement de 30, ce qui était à l'époque absolument extraordinaire. Alors, ce tube, que vous voyez ici, c'est un tube qui était finalement assez long. Il en a fait évidemment plusieurs versions, plusieurs exemplaires au fur et à mesure que les temps passent, parce que le premier ouvrage dans lequel il a rapporté ces observations révolutionnaires, c'était Siderus Nuncius, ça veut dire le messager des étoiles, qui a été imprimé en 1609 à Venise, et en catastrophe aussi. Et là, il a publié des très grandes découvertes qu'il a faites, et tout ceci était en faveur, évidemment, de la thèse de Copernic, dont je n'ai pas parlé, mais que vous connaissez, et qui n'était pas du tout adoptée en cette époque-là. Il avait continué, à part donc cette œuvre fondamentale, il a écrit aussi un livre à Rome, où il a d'ailleurs fait une entrée triomphale. Il était vraiment reçu comme un roi quand il est arrivé à Rome, et en 1623, il a écrit Il Sagittario. Voilà. Et c'était un titre assez intéressant qui a été choisi par son ami le cardinal Maffeo Barberini. Donc,
Je rentre peut-être un peu dans votre domaine, mais je n'en dirai pas plus. Non. En tous les cas, c'est intéressant que c'est un ami cardinal, et Jésuite était très ami avec lui aussi. Et donc, il a aussi écrit en 1632 le Dialogos sur les théories de Ptolémée et Copernic, où il les a carrément comparées les unes aux autres. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a commencé par regarder les objets courants. Il n'a pas cherché à voir autre chose, mais à mieux comprendre ce que tout le monde voyait à l'œil nu, et en particulier, premièrement, la Lune. Alors, la Lune, il était admis que c'était un corps lisse, comme du métal argenté, avec des taches. Et donc, c'était admis partout, c'était un corps lisse. Lui, avec son grandissement de 30 fois, ben, il a vu tout à fait autre chose que quelque chose de lisse. Et ça, c'est un extrait de son livre Siderus Nuncius. Il a vu qu'il y avait du relief. Il y avait, on voyait bien à propos des ombres sur le premier quartier, on voyait des ombres qui montraient qu'il y avait des hauts et des bas. Et donc, ça, c'était une découverte qui paraît pour nous un peu quelconque, parce que pour nous, bon, c'est évident, il y a des cratères sur la Lune, il y a des montagnes, on sait qu'il y a tout ça. Oui, mais de son temps, c'était révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'il a commencé déjà par là à détrôner la Terre. Parce que tout le monde pensait en ce temps-là que la Terre était unique, au point de vue de sa constitution, de sa géographie, de sa position dans l'univers, elle était unique. Or là, il a montré que, bah, ma foi, il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a différents reliefs, exactement comme sur la Terre. Ce n'était pas un corps lisse, c'était un corps de même nature que la Terre, ce qui n'était pas du tout l'idée et l'opinion répandue. Et donc maintenant, je vous ai dit que donc ça a été confirmé. Là, je vous montre les images actuelles. Évidemment, ça a été confirmé largement. Vous connaissez toutes ces images, puisqu'on sait maintenant qu'on connaît bien et très bien les reliefs, d'autant plus qu'on a mis, donc ça c'est tous les sites d'alunissage des Apollo, et donc vous savez bien que l'on connaît la Lune bien, et d'une certaine façon presque aussi bien que la Terre, en même temps, au point de vue de son ensemble, parce qu'il y a peu de terra incognita, puisqu'on a même vu l'autre côté, d'ailleurs ça c'est pris sur le côté qui ne regarde pas la Terre, donc l'autre côté de la Lune. Bon, donc la Lune. Alors après ça, il s'est dit, tiens, ça c'est intéressant, voyons voir du côté des planètes. Donc voilà, ça s'est sorti l'image de Sagittaire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il l'a regardé, il l'a dessiné avec une précision incroyable. Évidemment Saturne, Jupiter, Mars et Vénus. Alors il faut vous rappeler quand même que il y avait des observations, c'était pas génial, mais enfin c'était beaucoup mieux qu'à l'œil nu. Mais vous-même avez peut-être déjà essayé de regarder Mars au cours des mois qui passent. Nous savons maintenant que Mars, à cause de son mouvement autour de la Terre et la différence d'éclairage du Soleil, nous présente des aspects variables. Mais ces trois-là, vu la précision quand même relative des mesures, Galilée n'a pas pu voir si l'apparence variait. Par contre, Vénus. Alors Vénus, il y avait vraiment une modification fantastique, très grande, Vénus, et puis ça c'est la partie éclairée, ça c'est sombre, éclairé, vous voyez, donc la partie éclairée qui changeait drastiquement, un peu comme la Lune, les phases de la Lune. Sauf que la Lune, elle n'est pas très grande et très petite au cours de son cycle là. Ben, voilà. Donc il fallait comprendre, il fallait expliquer. Et maintenant là je vous montre des images qui ont été faites à Stuttgart d'ailleurs, pour les mêmes planètes. Alors vous voyez bien Saturne, c'est au cours de l'année 2000, toute l'année 2005. Effectivement Saturne, ça ne varie pas grandement. Et puis remarquez comme il a bien, parce que personne ne savait qu'il y avait des anneaux sur Saturne. C'est lui qui a découvert ça. Jupiter, vous voyez, Jupiter varie un peu, mais vu la précision, justement, parce que attention, ici vous avez, vous voyez, 1 minute d'arc, 1 minute d'arc. Et donc, il ne faut pas rêver, il observe de son mieux, mais ça, même s'il avait pu être noté, il ne pouvait pas en être sûr, c'était trop faible. Par contre, regardez Vénus. Donc Mars, c'est pareil, il varie un peu, mais pas suffisamment pour qu'il ait pu s'en rendre compte. Regardez,
Et regardez la précision de ces tracés, c'est absolument extraordinaire, puisqu'il a même pu voir le côté gibbeux, vous voyez, un quartier, et là, gibbeux comme la Lune. Et justement, voilà, il a dit, voilà, c'est comme la Lune. Il y a même eu un échange de courrier, parce qu'il n'y avait pas de mail, pas de téléphone, bien entendu, ça dû prendre un peu de temps. Et il a dit d'une façon, dans un anagramme, à Kepler ce qu'il avait vu. Et Kepler a répondu aussi de façon tordue, un peu, mais il se comprenait. La mère des amours imite les phases de Diane. Ce qui veut dire, Vénus présente des phases comme la Lune. Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Assurez-moi, Lucien!